Donc, je vais vous parler du projet Coquelicot. Donc, Coquelicot, c'est pour Coronavirus Containment Policies and Impact on the Population Mental Health. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est un projet qui aborde des questions bien plus larges que la santé mentale. Seulement, la santé mentale, c'était vraiment notre point d'entrée dans le projet. Donc, c'est un projet que je coordonne à l'IRDES, mais qui en réalité implique un grand nombre de chercheurs de l'IRDES. Alors, je peux en citer quelques-uns, notamment Paul Dournion, Magali Codefi, Thierry Rochereau, Maud Espagnac, Damien Bricard. Enfin, vraiment, on est assez nombreux sur ce projet. Donc, si on passe à la slide d'après, oui, encore à celle d'après. Donc, je vais pas trop m'apesantir sur le contexte épidémique que vous connaissez tous très bien, ni sur les mesures qui ont été mises en œuvre pour y répondre. Mais comme l'a rappelé Alexandra dans la présentation précédente, voilà, l'apogée de ces mesures, c'est le confinement total en dehors des activités essentielles qui a qui a commencé le 17 mars à 12 heures. Donc, slide suivante. Donc, c'est des mesures qui ont été appliquées avec quelques exceptions dans toute l'Europe. Alors, avec des exigences et des calendriers qui sont un peu différents. Je vous ai mis deux exemples à titre totalement illustratif. La Belgique qui a appliqué à peu près les mêmes mesures que les nôtres, à peu près dans le même calendrier, mais qui en pratique est un peu plus flexible sur leur mise en application. Et puis le Royaume-Uni qui, lui, a mis en place ces mesures de façon beaucoup plus tardivement. Et donc, c'est l'occasion aussi pour moi d'attirer votre attention sur un outil de comparaison internationale dont l'IRDES alimente le volet français, dont je vous ai mis le lien sur la slide si ça vous intéresse. C'est un outil qui est une initiative conjointe entre l'OMS, la Commission européenne et l'Observatoire des systèmes de santé, et qui permet en fait de sélectionner les pays qui vous intéressent, le type de mesures qui vous intéresse, et de générer automatiquement une synthèse entre les différents pays de ces mesures. Donc ça peut être un outil qui vous intéresse. Alors, si on retourne plus directement dans le projet Coquelicot, notre hypothèse de départ, c'était qu'il y avait un impact du confinement sur la santé mentale des populations, dans un contexte épidémique dont il faut bien sûr tenir compte par ailleurs, parce que lui aussi va impacter la santé mentale, et avec un ensemble de facteurs associés, donc notamment les conditions matérielles du confinement, la situation socio-économique et son évolution qui est assez notable au fur et à mesure du confinement, le soutien social qu'on peut recevoir ou non au cours de ce confinement, la vulnérabilité au virus, tout un tas d'autres facteurs. Alors cette hypothèse, elle est soutenue par deux publications un peu concept que j'ai résumées sur la slide d'après, normalement. Voilà. Donc vous avez certainement dû en entendre parler. La première, c'est une rapide review qui est sortie dans le Lancet sur l'impact de la quarantaine sur la santé mentale dans des contextes épidémiques. Donc là, c'était essentiellement des études sur le SRAS et sur l'épidémie d'Ebola. Et ces études ont montré des conséquences qui pouvaient aller jusqu'au stress post-traumatique. Alors je sais qu'en France, c'est assez discuté par certains psychiatres qu'on peut parler de stress post-traumatique dans ce cas-là, mais en tout cas, c'est les conclusions de cette étude-là. Et leur résultat, c'était que c'était aussi très lié à la durée du confinement. Or là, dans le cadre du Covid-19, on est sur des durées de confinement qui sont totalement inédites, inconnues à ce jour. Donc on peut faire l'hypothèse que les conséquences vont être particulièrement fortes. Les conséquences sur la santé mentale seraient aussi liées au manque d'informations, à la grande incertitude autour des mesures et de leur durée, et c'est quelque chose qu'on observe aussi actuellement. Et puis la deuxième étude, donc c'est une étude, la première étude publiée dans le cadre de la crise du Covid-19, donc forcément c'est sur des données chinoises puisqu'ils ont eu cette épidémie avant nous. Donc elle a quelques petits biais méthodologiques, notamment parce qu'elle a été diffusée via les réseaux sociaux sans trop se poser la question de la représentativité de la population ciblée, mais elle a quand même des résultats intéressants. Elle montre un impact important sur la santé mentale avec l'identification de certaines populations particulièrement vulnérables. Alors certaines qui sont assez intuitives, comme par exemple les travailleurs migrants. Alors là, c'est plus lié à leur exposition professionnelle qu'au confinement. Et il y avait aussi des résultats un peu moins intuitifs, comme le fait que les 18-30 ans étaient aussi particulièrement affectés. Alors ce serait lié à leur forte consommation de réseaux sociaux pendant le confinement. Et puis aussi les femmes, parce qu'elles sont plus inquiètes sur leur santé. Voilà. Donc, il y avait quelques résultats quand même intéressants. Donc, je vous ai mis les références si ça vous intéresse. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc dans ce cadre, les objectifs du projet Coquelicot, enfin ses objectifs principaux, c'était tout d'abord d'évaluer l'impact du confinement sur la santé mentale des populations, à la fois en population générale et avec une sous-étude chez des populations vulnérables vivant avec une maladie chronique
ou étant en situation de handicap. Le deuxième objectif principal était d'identifier les facteurs associés. Donc, j'en ai déjà parlé un peu dans notre hypothèse tout à l'heure, les conditions matérielles de confinement, la situation socio-économique, son évolution, l'accès et le recours aux soins. Et finalement, ces éléments qui ne devaient être que des facteurs associés pour étudier l'impact sur la santé mentale sont devenus des objets de recherche en eux-mêmes, dont des chercheurs de l'IRDES se sont saisis pour développer leurs propres questions et leurs propres hypothèses de recherche. Et puis le troisième objectif, c'était de comparer aux résultats d'autres pays européens. Enfin, je parle au passé, mais en fait, c'est plutôt le présent puisque le projet vient tout juste de débuter. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante et encore celle d'après. Donc pour l'enquête en population générale, c'était particulièrement important pour nous à l'IRDES de vraiment viser à la représentativité tout en étant quand même réactif. Et donc l'avantage qu'on avait à l'IRDES, c'est que l'IRDES a mené avec l'adresse en 2019 le volet français de l'enquête EHIS, qui est l'enquête santé européenne. Et donc, on a pu utiliser cette base de sondage pour faire une post-enquête EHIS, en sachant que dans cette enquête EHIS, on a des répondants qui sont sélectionnés aléatoirement, mais pour être représentatifs de la population générale de France métropolitaine. Donc là, on a ressaisi ces personnes qui avaient répondu à EHIS, ou en tout cas qui étaient dans la base de sondage de EHIS, et cette fois par des questionnaires en ligne, du fait des mesures de confinement. Donc dans Coquelicot, il y a Click aussi, donc ça fait référence à ce mode de diffusion de nos questionnaires. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de l'enquête, c'est encore sur la slide avant, ceux qui ne sont pas familiers de l'enquête EHIS, dedans il y a plein d'informations, enfin c'est je dirais à l'heure actuelle une des seules enquêtes de santé générique en population générale en France, où on a des informations sur l'état de santé, le recours aux soins de santé, aux déterminants de la santé, à la situation socio-économique des personnes. Et donc comme elle a été menée en 2019, on aura des informations en baseline avant l'épidémie de coronavirus et avant les mesures de confinement mises en place. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, le contenu des questionnaires Coquelicot, en tout cas pour la vague population générale, ce sont en ensemble d'échelles validées. Donc pour la santé mentale, c'est le GHQ12 et le PHQ8 qui est également présent dans l'enquête SAPRIS présentée précédemment. On a aussi des échelles sur la qualité de vie et la satisfaction, l'échelle de Cantril, la Dialogue plus Scale, des échelles validées aussi sur le soutien social, donc la Loneliness Scale, certains items de la Medical Outcome Study Social Support Survey, et puis aussi tout un tas de questions additionnelles pour mieux appréhender les facteurs associés et les situations individuelles. Donc là encore, les conditions de confinement, la situation socio-économique, l'accès et le recours aux soins, etc. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc le calendrier, la première vague, elle a eu lieu du 3 au 14 avril, donc elle était vraiment centrée sur la santé mentale et les facteurs associés. Ensuite, il y a une deuxième vague qui est prévue, donc là encore avec un questionnaire de santé mentale, mais elle sera davantage centrée sur l'accès aux soins et l'évolution de la situation socio-économique des foyers. Donc hier soir sur la slide, je vous avais indiqué que c'était du 20 au 27 avril, mais en fait on a décidé ce matin que du fait de l'allongement de la durée du confinement, on allait décaler d'une semaine cette vague pour pas trop sursolliciter nos répondants dans des délais brefs. Et puis la troisième vague, elle aura lieu après la fin du confinement et elle sera à nouveau centrée sur la santé mentale et les facteurs associés. Et là, on attend d'en savoir un petit peu plus sur les conditions du déconfinement pour savoir s'il sera vraiment régional ou général avant de fixer la date. Voilà pour le calendrier. Donc ensuite, on a un deuxième volet qui s'intéresse plus spécifiquement aux personnes avec des maladies chroniques ou en situation de handicap, parce que depuis quelques semaines, voilà, on nous dit qu'il y a un vrai problème au niveau de ces populations-là qui sont probablement encore plus impactées que la population générale. Donc là, on n'avait pas le moyen d'être représentatif sur cette population-là. Néanmoins, on pourra faire tout un tas d'ajustements à partir des variables sociodémographiques qu'on va collecter en comparaison avec notre échantillon de EHIS. Donc là, le mode de diffusion, c'est via un réseau social de malades chroniques et de leurs proches, qui est le réseau Kernity, et un relais par les associations d'usagers et de leurs proches.
Donc là, les questionnaires auront les mêmes échelles validées que le questionnaire en population générale, mais également tout un tas de questions plus spécifiques pour essayer d'appréhender vraiment les difficultés rencontrées par cette population vulnérable-là sur l'évolution de leurs soins, l'évolution de leur accompagnement, les difficultés rencontrées. On sait qu'il y a beaucoup de services à domicile qui ne peuvent plus assurer leurs services. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ne plus consulter parce qu'elles ont peur. Donc voilà, on anticipe qu'il va y avoir des conséquences assez importantes sur cette population et c'est important de pouvoir les documenter en temps réel. Donc là, on fait une seule vague qui sera ouverte en même temps que la vague 2 pour la population générale. Voilà. Alors ensuite, on a également un volet complémentaire médico-administratif parce que je pense que c'est très important d'arriver à développer des outils de recherche réactive pour pouvoir comprendre mieux la crise en temps réel, mais je pense que c'est aussi important de faire de la recherche avec un peu plus de recul une fois qu'on sera sorti de cette crise. Et donc, on a aussi pour objectif de regarder l'évolution de la consommation de soins de santé mentale de façon objective à partir des données du système national des données de santé. À l'IRDES, on a l'avantage d'avoir un accès permanent à l'échelle nationale à cette base de données. Donc, on pourra regarder l'évolution de la consommation de soins de santé mentale spécialisés, que ce soit en ville ou à l'hôpital, et y compris la consommation de médicaments psychotropes, hypnotiques, anxiolytiques, et regarder l'évolution avant, pendant et après le confinement, en prenant bien sûr en compte l'existence d'un trouble psychique préexistant. Il y a un outil dans le SNDS, la cartographie médicalisée, qui permet d'identifier les personnes qui sont suivies pour ce type de trouble. Donc nos hypothèses à ce stade, c'est qu'on aurait une augmentation en post-confinement du recours à ce type de soins en population générale et que pendant le confinement, on aurait par contre une diminution chez les personnes qui sont habituellement suivies dans des services de soins de santé mentale. Donc voilà, ça reste à confirmer, mais ce sont nos hypothèses pour l'heure. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors voilà, donc c'est une étude qui a été initiée à la base par une équipe belge, le professeur Vincent Laurent et le docteur Pablo Niquez à l'université de Louvain, ce sont eux qui nous ont contactés pour nous proposer de lancer un tel projet. Après, eux, ils sont partis sur un questionnaire qui a été diffusé en population générale via les réseaux sociaux et les médias. Ils ont une couverture assez large avec plus de 20 000 répondants. Mais c'est vrai que pour nous, c'était très important d'assurer une représentativité. On a aussi fait quelques petites adaptations sur leur questionnaire. Mais eux, au moins, leur mode de diffusion leur a permis d'être extrêmement réactifs. Ils ont pu lancer le questionnaire à la fin de la première semaine de confinement. Donc c'est quelque chose dont il faudra tenir compte quand on va faire les comparaisons internationales. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres pays qui sont impliqués dans le projet, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais qui ont eu des difficultés à faire financer le projet et à avoir les autorisations éthiques. Donc comme entre-temps, il y a pas mal d'autres études sur le même thème qui se sont mises en place dans ces pays-là, l'idée, ce serait plutôt de se rapprocher des équipes qui ont lancé leur propre enquête et essayer de voir comment on pourra comparer les données. Donc ça, c'est encore quelque chose qui reste à mettre en œuvre et à discuter. Pour la slide suivante, voilà. Donc les points de vigilance. Alors il y a quelqu'un qui a posé cette question tout à l'heure sur la présentation précédente. Effectivement, là on est sur des enquêtes KOI, c'est-à-dire diffusées via Internet. Donc il y a tout un tas de populations vulnérables qu'on ne va pas pouvoir atteindre, et c'est quelque chose dont on a tout à fait conscience. Notamment, on va avoir une certaine difficulté d'accès aux personnes âgées, particulièrement celles qui sont en EHPAD et qui sont une population probablement extrêmement vulnérable. Toutes les populations en établissements médico-sociaux, les populations incarcérées, les populations défavorisées. Alors il y a d'autres projets qui commencent à se mettre en œuvre à l'IRDES pour essayer d'atteindre un petit peu plus spécifiquement ces populations. Il y a notamment un projet qui est en cours de mise en œuvre sur les populations migrantes. Donc voilà, on essaye de répondre à cette limite par d'autres petites études ad hoc. Alors il y a aussi quelque chose qui m'inquiète un peu, ce sont le nombre d'enquêtes sur cette thématique que j'ai vu passer depuis que nous on a lancé ce projet. Donc c'est vrai que c'est une thématique très importante et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à cette thématique et c'est tout à fait légitime. Après, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on garantisse entre nous la complémentarité et le partage des résultats. Je sais que nous, on a pu échanger un peu avec l'équipe SAPRIS pour les questionnaires de santé mentale. On a également échangé avec cette équipe via Florent Juzo sur les parties accès et recours aux soins pour qu'on ne pose pas les mêmes questions, qu'on soit plus complémentaires. Mais je pense que c'est des choses importantes aussi à garder en tête en contexte épidémique, d'arriver à collaborer tous ensemble.
Slide suivante. Voilà, donc les perspectives, ce serait d'apporter des éléments probants sur les conséquences des mesures de confinement dans un contexte d'épidémie inédit, y compris pour une des populations vulnérables qu'on pourra approcher, qui est celle des personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap, de proposer éventuellement des pistes d'adaptation des politiques mises en œuvre. Elles seront peut-être amenées à être reconduites à court terme si on a un deuxième pic épidémique ou dans des contextes épidémiques à suivre. Et puis aussi une perspective de diffusion des méthodes et des résultats. L'accès à nos questionnaires est tout à fait possible sur demande. Et puis bien sûr, les publications seront ouvertes comme cela a été demandé par le gouvernement, donc probablement sur le site de l'IRDES. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapo, mais j'avais mis l'adresse mail si vous avez des questions plus spécifiques. Merci. Merci à vous. C'était une présentation très agréable, très claire, très informative. Il y a une question déjà. Moi, j'ai une remarque pour que les questions plus nombreuses arrivent, qui rejoint la remarque préalable de Jean-Michel Turin. Alors d'abord, je suis complètement d'accord, il y a plein d'enquêtes sur la santé mentale et parfois c'est pas très raisonnable. Et celle-là, elle est, bien entendu. Et c'est vrai que, et je pense que c'est beaucoup de collègues vivent ce moment avec une certaine tension et du coup on projette la tension dans les études et on va chercher des réponses en lien avec la santé mentale dans des questionnaires. Alors, néanmoins, effectivement, beaucoup de cliniciens trouvent que les patients, en termes psychiatriques, ne vont pas si mal que ça. Et ça fait penser à certaines formes de thérapie qu'on proposait pour les adolescents il y a un certain temps. C'est les adolescents en grande difficulté. On pouvait les envoyer sur un bateau à voile où il y avait 3-4 éducateurs et puis ils étaient une dizaine pour vivre un moment intense en lien avec la nature où tout d'un coup leur repère habituel était complètement différent. Chez certains, c'était un peu difficile, mais chez d'autres, ça avait un effet positif de remise en question profonde de leur existence. Et j'ai l'impression qu'on est en train de voir ça, pas chez tout le monde, et encore une fois, hein, je suis sûr effectivement que certaines personnes vont vivre difficilement ce confinement et que ça laissera des traces. Je ne veux pas du tout sous-estimer le problème. Mais je pense qu'il serait intéressant de se demander aussi, même si souvent on s'intéresse toujours aux gens qui vont mal, de s'intéresser aux gens qui vont aller mieux, aux gens pour qui cet épisode va être un moment de remise en question personnelle, profonde, et qui, à terme, peut-être sera bénéfique. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que ça, on pourra a priori l'approcher dans notre questionnaire spécifique pour les personnes qui vivent avec un trouble chronique, parce qu'on aura beaucoup de patients avec des troubles psy. Et on trouvait justement que dans les enquêtes, il y avait toujours des questions un peu négatives sur qu'est-ce qui est difficile pour vous. Et on a essayé de rajouter une question un peu plus positive sur ce qu'ils avaient trouvé positif pendant le confinement, qu'est-ce qui les avait aidés, qu'est-ce qui avait changé. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est important à documenter aussi. Après, il y a aussi il faudra voir comment ça se poursuit, cet effet positif que vous synthétisez après le confinement, parce qu'il pourra y avoir potentiellement, après le confinement, ça peut être un retour à la réalité qui pourra être assez difficile pour certaines personnes aussi. Donc, voir si cet effet positif se prolonge. Absolument. Alors, on prend la question d'Agnès. Avez-vous posé des questions sur la perception de la durée du confinement et de l'épidémie ? Alors, pas directement. Par contre, dans notre questionnaire spécifique sur les populations qui ont un trouble chronique, on leur a demandé comment ils arrivaient à respecter les mesures de sécurité, les gestes barrières, le fait de ne pas sortir. Et est-ce qu'ils avaient trouvé ça difficile ou facile? Est-ce qu'ils arrivaient à bien comprendre ces consignes-là? Donc, c'est pas exactement cette dimension-là, mais ça s'en approche. Alors, il y a Alexandra qui dit merci et bravo, et je confirme, merci et bravo. Virginie qui dit d'accord, ces cohortes se croisent, je pense que tout mettre en un est impossible, mais comment peut-on croiser? Oui, je pense que c'est les échanges qu'on a pu avoir avec Alexandra sur le questionnaire santé mentale, les échanges, quand Florent Juzo nous a aidé à être complémentaire avec le questionnaire SAPRI, c'est plus ce genre d'échange qui
je suis d'accord qu'on ne peut pas tout faire dans une seule étude, que voilà, il y aura des dimensions complémentaires qui seront étudiées par chacune des études, mais voilà, c'est échangé, je pense, que ce soit en amont ou en aval, si ça n'a pas été possible en amont. Je pense que c'est la solution la plus simple à mettre en œuvre. Anita qui dit: avez-vous posé la question sur l'utilisation de soutien psychologique sur Internet? Il y a beaucoup de groupes de soutien qui se sont créés sur Internet depuis le début du confinement. Oui, on a pas mal de questions sur ça, donc encore une fois, encore plus chez les populations qui avaient déjà un trouble psychique par ailleurs, mais on l'a posé aussi en population générale, et aussi des questions sur l'évolution des modalités de suivi pour ceux qui avaient déjà un suivi, parce que maintenant il y a beaucoup de consultations qui se font notamment par téléphone ou par téléconsultation, et il y a des patients à qui ça convient tout à fait, et que ça aide justement dans le cas du confinement. Donc on a des questions sur ça. Alors, après Virginie qui dit: et les personnes vulnérables, personnes âgées dans les centres, population dans certains quartiers, vont être oubliées et c'est ceux-là qui souffrent le plus du confinement comparé à d'autres qui sont confinés dans de meilleures conditions. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Après, à l'IRDES, il y a une étude FEDRE, une enquête qui doit être mise en œuvre aussi sur des populations, donc des personnes âgées ou des populations qui sont en établissements médico-sociaux. Donc elle devait avoir lieu là en juin, elle a été décalée en septembre parce que c'est pas possible de la mettre en œuvre actuellement. Mais il est prévu de rajouter quelques questions du coup qui seront pas, qui seront rétrospectives, qui seront pas en temps réel, mais sur le vécu du confinement. Donc dans ce cadre-là, on aura peut-être des informations complémentaires sur ces populations-là. Voilà, et puis Laurence rappelle que ça va être aussi l'objectif d'EPICOV. Alors Nicolas, pour nos malades psychiques qui sont chez eux d'habitude, le confinement est effectivement bien vécu. Mon fils nous a dit pouvoir donner des conseils aux autres. Ben ouais. Tant mieux. Du coup, j'espère. Voilà, s'il y a des gens pour qui le confinement est positif, et ben voilà, tant mieux. Tout à fait. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Il va me rester à vous remercier encore une fois. Et il y a toujours plus de 100 personnes qui sont en train de nous écouter. Et si vous l'acceptez, les présentations seront montées et seront disponibles par Internet pour que les collègues qui ne pouvaient pas les voir aujourd'hui puissent y accéder.